Et si les terriens devenaient mériens et s'installaient dans des cités flottantes? Ce n'est plus une utopie ou une histoire signée Jules Verne. Non, ces villes existent déjà près d'Amsterdam. Et il y a plusieurs projets pilotes lancés dans le monde. Oceanix Busan en Corée du Sud ou encore une cité aux Maldives. Notre avenir est-il sur l'eau? Xavier Marquis, bonsoir. Bonsoir. C'est le titre de votre documentaire. Vous avez enquêté sur ces villes flottantes un peu partout sur la planète. Un documentaire que l'on peut voir en replay sur Arte. Et cette question, on va aussi la poser à Eliesh Sayoun. Bonsoir, vous êtes en direct de Nice. Vous êtes futurologue, Bonsoir. c'est très sérieux. Vous travaillez à la chaire Hughes à l'IMRED, c'est l'Institut méditerranéen du risque de l'environnement et du développement durable à Nice, donc en France. Vous travaillez sur le futur de l'habitat humain. Vous réfléchissez à des futurs probables, possibles et plausibles à l'horizon 2065. Donc on va très très loin. Futurs qui seront peut-être donc liés à une vie sur ou sous l'eau, ce qui pose des questions de construction, de sécurité, de coûts, des questions psychologiques aussi. On va y revenir ensemble, évidemment. Alors, Xavier Marquis, l'idée, c'est donc de vivre dans des cités flottantes. Et cette idée, elle fait son chemin dans des projets pilotes, comme ici en Corée du Sud. On regarde un petit extrait de votre documentaire. L'idée est donc de commencer par un prototype flottant dans la ville de Busan, dans un port naturel protégé. Pour l'instant, l'objectif d'Oceanix est de développer une boîte à outils urbaine qui pourra par la suite être mise en place à plus grande échelle. Ainsi, quand des villes comme Miami Beach ou des pays comme les Maldives ou la Polynésie française deviendront dépendants de ce type de construction flottante, la technologie sera prête et financièrement plus abordable en raison de l'échelle. En fait, Xavier Marquis, cet architecte, il nous explique que ça existe déjà à Venise. Donc, c'est vraiment notre futur. C'est ce qui nous attend. Alors, ça existe pas encore, c'est en développement, mais vous avez, ça devient en développement assez avancé. Vous avez deux projets, Maldives Floating City aux Maldives, où ils ont l'accord du gouvernement, ils ont l'emplacement, ils ont commencé déjà à construire plusieurs maisons. Bon, pour l'instant, il y en a que 3 que vous pouvez visiter, mais il y en a. Mais pourquoi ça prend ce temps-là? C'est compliqué? Alors, en fait, il n'y a pas de problème au niveau de la technologie. La technologie, on l'a. En fait, la difficulté, c'est surtout au niveau de la loi. Ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'on puisse avoir la même loi pour des immeubles flottants, des maisons flottantes, que pour des maisons sur terre. C'est-à-dire que vous puissiez posséder votre parcelle d'eau sur laquelle vous avez votre maison flottante, votre immeuble flottant, pour que en fait il y ait les mêmes avantages pour des investisseurs, pour des particuliers Voilà. aussi, à acheter sur terre ou sur l'eau. Alors, Eliesh Sayoun, vous venez de lancer la première édition de votre école d'été expérimentale sur l'habitat du futur dans des conditions extrêmes. Vous êtes en train de plancher en ce moment même avec d'autres chercheurs. Vivre sur l'eau, c'est ce qui nous attend? Bah, c'est ce qui nous attend, ça fait une partie de ce qu'on va vivre peut-être. Déjà aujourd'hui, comme vous avez mentionné, il y en a plein qui vivent déjà sur l'eau. Il y a plein d'îles artificialisées. Donc si on regarde à Dubaï, si on regarde déjà même aux Pays-Bas, Flevoland, c'est 970 km² d'îles artificialisées. Donc en fait, c'est pas juste il faut flotter, on peut artificialiser aussi. Et donc ce sont des tendances qui existent depuis plusieurs années. Et là, après, l'idée c'est de voir combien ces méga tendances vont grandir et vont devenir une réalité où on va commencer à habiter, flotter sur l'eau ou sous l'eau. Et en fait, c'est aussi une façon comment dire, de parer au réchauffement climatique. Là, on parlait des Maldives, elles sont menacées par les eaux. Donc, c'est vraiment une des solutions les plus viables. C'est-à-dire, en fait, aux Maldives, le problème, c'est que l'horizon 2050, 80% des Maldives vont être submergées. Donc pour eux, c'est une question existentielle. Ils ont déjà commencé à acheter des terrains en Inde pour héberger leur population, mais ils n'ont pas envie de devenir expatriés. Et en fait, avec ce système-là de villes flottantes, même si vous avez une élévation du niveau de la mer, simplement, la ville flottante, elle accompagne la montée des eaux. Oui, mais parfois, on comprend dans votre documentaire que c'est plus facile aux Maldives que sur la mer du Nord. Il y a des courants. Eliesh Sayoun, vous réfléchissez à tout ce qui peut perturber ce genre de projet.
Alors, nous, on essaye de comprendre en analysant différents contextes. C'est pour cela, quand on travaille, par exemple, sur l'Arctique, il faut penser autrement que si on travaille dans le contexte des Maldives ou si quand on travaille dans la Méditerranée. Et c'est pour cela, l'idée de travailler sur ces différents contextes, c'est pour qu'on commence à apprendre et comprendre c'est quoi nos besoins dans ces différents contextes et comment on peut affronter les différentes problématiques en se mettant complètement ouvert à ces expériences, en fait. Oui, vous allez très loin. Alors déjà en 2065, hein, c'est quand même déjà très loin, mais c'est aussi imaginer des colonies militaires, des colonies pour exploiter les fonds marins. C'est vrai que Donald Trump a l'air d'avoir envie de les exploiter, ces fonds marins. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul et c'est peut-être la majorité des gens, quand il y a une compétition économique à un certain moment, peut-être les gens, ça va devenir une vraie compétition, on ne sait jamais. Donc c'est ça où on analyse les tendances, on essaie de regarder. Mais si vous regardez par exemple ce qui se passe dans la mer du Chine, on voit qu'il y a 90 îles qui a été militarisées par les Chinois. Et donc il y a toute une compétition pour occuper les espaces. Et quand on regarde l'Arctique aujourd'hui, voilà, c'est la prochaine aussi mer de Chine qui se mobilise entre les différentes grandes forces politiques du monde. Alors, on va revenir sur ces cités flottantes. Vous dites aussi que c'est une façon d'accompagner la transition écologique. On voit ces serres maritimes, voilà, pour pouvoir avoir de la nourriture et aussi de l'eau potable. Donc ça, c'est un moment dans votre documentaire qui est assez fort parce qu'on se dit, oui, on peut aussi exploiter tout ça. Oui, en fait, ces serres sous-marines, le système, c'est que vous avez, en fait, ils réussissent à recréer le phénomène de pluie. C'est-à-dire que vous avez une condensation en fait de l'eau de mer qui se forme dans ces serres où vous avez de l'air à vide, et cette eau douce retombe en fait naturellement sur les plantes, donc vous pouvez faire pousser des tomates. Ils ont réussi à faire pousser toutes sortes de légumes, en fait avec ce système-là, vous n'avez pas besoin d'eau douce. Donc c'est l'idée de vivre en autarcie. Alors c'est pas l'idée de vivre en autarcie, c'est surtout l'idée de pouvoir, par exemple, on prenait l'exemple des Maldives, mais il y a bien d'autres pays qui sont dans ce cas-là. Ils sont obligés d'importer énormément de leurs fruits et légumes. Vous installez une agriculture comme ça avec ce système-là, vous n'avez pas besoin d'importer. Vous n'avez pas besoin d'eau douce, vous n'avez pas besoin d'insecticides, vous n'avez pas besoin d'engrais. Ça pousse grâce en fait aux conditions que vous créez dans cette serre avec ce microclimat. Voilà, réflexion globale. Elièche, est-ce que c'est plus facile de vivre sur l'eau que sous l'eau? Parce qu'on a vu des images que vous avez, des images de villes sous l'eau que vous avez imaginées. Ça serait possible? Alors évidemment, ça serait possible. Déjà, dans tous les cas, il y a plein de tests qui se font, plein de gens qui ont essayé de passer du temps sous l'eau, submergé. Mais après, quand vous voyez, comment on vit dans l'espace aussi, on voit qu'il y a tout le temps des possibilités. Est-ce que ça va être la meilleure des solutions? Je ne sais pas. C'est ce qu'on va essayer de comprendre via cette école d'été expérimentale. Mais avec l'évolution du temps, avec l'évolution de la technologie et de l'intérêt, ça pourra devenir une opportunité et pourquoi pas peut-être vivre sous les océans. Voilà, vivre sous les océans. Xavier Marquis, c'est pas vraiment pour l'instant ce qui est développé. Non, c'est-à-dire en fait, vous avez eu énormément de projets comme ça dans les années 70. Il y a eu un peu un coup d'arrêt avec la crise du pétrole. Pour que ça fonctionne, en fait, de mon point de vue, il faudrait que ce soit utile et économiquement viable. Et sous l'eau, en fait, ça coûte extrêmement cher. Alors que les îles flottantes, par contre, là, vous avez l'utilité et au niveau de l'économiquement viable, on arrive à quelque chose d'économiquement viable aujourd'hui. Mais est-ce qu'on est prêt? Alors, je vous pose la question à tous les deux parce que c'est vrai que là, on voit que ces cités flottantes, elles sont modulables. On peut aller d'un point à un autre. On peut même s'adapter au temps. Est-ce que l'être humain, qui quand même vit sur Terre, est prêt à aller vivre sur mer? Elièche, est-ce que vous prenez en compte ce côté psychologique? Alors, c'est ce qu'on va commencer avec demain, par exemple, à l'école d'été, c'est d'essayer de comprendre nos besoins quand on est là-bas, quand on est dans un petit endroit où on peut pas aller à un supermarché quand on veut, on peut pas se déplacer là où on veut, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais après, il faut s'adapter à d'autres modes de vie. Et ça, c'est un élément qui nous a accompagnés au fur et à mesure de toute notre histoire en tant qu'humain. Et si on trouve que c'est un élément très important de s'adapter pour vivre dans les océans, je pense qu'on va vivre, sans oublier qu'il y a aux alentours de 9% de la population qui vivent avec les océans et qui vivent des océans mondiaux. Et donc, ce sont des gens qui passent beaucoup de temps dans les océans.
peut-être c'est pas flottant, c'est pas peut-être 100%, mais aussi cette adaptation aussi, elle est importante et on a un exemple de comment on pourrait s'adapter pour vivre dans les océans. S'adapter, donc ce côté psychologique, Xavier Marquis? Si vous voulez, en fait, il y a aujourd'hui, techniquement, on peut le faire. On peut faire des villes flottantes, c'est plus un problème. Et c'est reconnu comme une solution, même au niveau de l'ONU. En fait, effectivement, le blocage, il est psychologique. Et vous avez des architectes, en fait, ils comparent ça à l'ascenseur. Voilà, l'ascenseur, ça a permis de construire la ville de manière verticale, mais quand c'est arrivé, les gens pouvaient avoir peur de se retrouver comme ça dans une cabine, dans un conduit, dans le vide. Pour eux, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est si important pour eux ces villes pilotes, pour qu'on comprenne que ça fonctionne, que c'est pas dangereux. Et une fois que les gens verront ça, pour eux, c'est ça qui va lancer la mode, plus que la mode, la tendance. On a une question un peu idiote, qu'on peut dire on peut avoir le mal de mer, par exemple. Rien que ça. Oui, mais alors si vous voulez, en fait, c'est des villes qui sont absolument énormes. Donc, plus c'est grand, plus c'est stable. Quand vous avez une ville d'1 hectare, d'après les architectes, vous ne ressentez pas le mouvement de l'eau. Voilà, alors question idiote, je dis pour moi, puisque c'est moi qui me posais cette question. Elièche, pour conclure, donc vous, en 2065, bon, vous travaillez dessus, mais vous pensez qu'on sera dans quel type d'habitat sur l'eau? C'est vraiment ce qui s'impose? Non, pas vraiment. Il y aura tout le temps de différents types d'habitats. C'est jamais une seule solution, c'est jamais une seule manière de faire. Quand on regarde, comme j'ai donné des exemples, il y a plein de villes qui existent, flottantes, qui ont commencé à explorer. On va vivre tout le temps sur Terre, mais au final, tout dépend de l'évolution des tendances et des méga-tendances. Et ça dépend qu'est-ce qui va se passer avec les changements climatiques, avec la guerre, avec nos intérêts, notre manière de mode de vie et notre intérêt d'aller dans l'aventure. Et donc, le futur, il est ouvert, il n'est jamais prédéfini, donc c'est à nous de définir si on veut vivre dans l'eau, sur l'eau ou ailleurs. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce grand angle. Et je rappelle, Notre avenir est-il sur l'eau? C'est un documentaire, votre documentaire, Xavier Marquis, à voir sur la plateforme d'Arte. Merci à vous. Merci.